Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Les coalitions EDS, PDCI et RDA à la reconquête de Yopougon, ancien bastion électoral de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Pour les élections législatives du 6 mars, 6 sièges sont en jeu dans cette commune dirigée depuis plusieurs années par le RHDP au pouvoir. Longtemps confiné au Sahel, le terrorisme se répand vers les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Pour lutter contre la menace en provenance des pays voisins, le Togo renforce la coopération et la collaboration entre les forces de défense et les populations. 1,6 milliard de francs CFA, c'est le montant du prêt accordé par la Banque africaine de développement au gouvernement camerounais pour la ligne ferroviaire Cameroun-Tchad. La future liaison devrait renforcer l'interconnexion des deux pays et leur intégration à la zone CEMAC. Mais avant de développer ces titres, l'actualité au Congo-Brazzaville où le Rassemblement pour la démocratie et le développement apporte son soutien à l'opposant Guy Brice Parfait-Colélas qui brigue une nouvelle fois la magistrature suprême. Un accord a été signé samedi avec le RDD représenté par son président par intérim Jean-Jacques Serge Yombi Opongo. Guy Brice Parfait-Colélas arrivé second à la présidentielle de 2016. La prochaine élection présidentielle doit se tenir le 21 mars, coup d'envoi de la campagne électorale le 5 mars. Et en Côte d'Ivoire, la campagne électorale se poursuit. Les électeurs sont appelés aux urnes le 6 mars pour renouveler leurs 255 députés. Parmi les circonscriptions à plusieurs sièges figure la commune de Yopougon qui fournit à l'Assemblée 6 parlementaires. Ce district d'Abidjan, ancien bastion du FPI, représente donc un enjeu capital dans ces élections. Reportage de notre correspondant Olivier Jacoton. Michel Gbagbo, fils du président Gbagbo, et Dia Oufoué-Augustin, petit-fils du président Félix Oufoué-Boigny, battent ensemble campagne pour la reconquête de Yopougon, bastion électoral de l'ancien président Laurent Gbagbo. Après 10 ans de boycott pour ces législatives, les pro-Gbagbo en alliance avec le PDCI proposent aux électeurs une liste commune conduite par Georges Armand Ouigné, président du parti EDS. C'est le RHDP qui emploie plus ici à Yopougon. C'est pas la personne, c'est le RHDP. Parce que le RHDP ici à Yopougon ne représente rien. Après une alliance contre un troisième mandat anticonstitutionnel, maintenant concocte une alliance électorale pour la reconquête du Parlement. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour les Ivoiriens et c'est ce qu'il faut pour la paix durable en Côte d'Ivoire. Commune la plus peuplée de la Côte d'Ivoire, Yopougon fournit en moyenne 6 députés sur les 255 de l'Assemblée nationale. L'enjeu majeur pour l'opposition est donc de rafler tous les sièges à Yopougon. La tâche n'est pas facile, mais avec cette alliance, avec nos frères du FPI, nous allons marcher, nous allons aller au charbon et nous allons remporter la victoire. Ces législatives, nous sommes convaincus que nous allons les gagner sans problème. En rappel, depuis 2011, Yopougon est devenu un bastion du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le parti a même remporté à plusieurs reprises les municipales et les législatives en l'absence des pro-Gbagbo. Des études alertent depuis des années sur le risque de contagion terroriste au sud des pays du Sahel. Afin de contrer la menace, certains États comme le Togo tentent de mobiliser et de coordonner les efforts nationaux pour prévenir l'extrémisme violent à travers notamment une réforme de l'appareil sécuritaire et des mesures aussi visant à améliorer la collaboration entre les forces armées et les populations. Aïssa Toubari. Le Togo s'est engagé à réformer son appareil sécuritaire alors que le pays craint une éventuelle extension des actions des djihadistes vers le golfe de Guinée. La loi de programmation militaire votée en 2020 prévoit ainsi un budget de 722 milliards de francs CFA d'ici à 2025. De 17 773 éléments actuellement, l'armée togolaise passerait à 22 000 membres. La loi de programmation militaire, qui permet d'avoir un budget de plus de 1 milliard d'euros sur 5 ans, en fait, ne privilégie que l'achat des équipements.
La partie formation est limitée à la partie la plus petite. En un seul mot, la réconciliation entre l'armée et le peuple ne s'achète pas. Surtout pas dans un climat d'usurpation de la victoire de l'opposition aux dernières élections présidentielles et législatives. Donc c'est un problème politique avant d'être un problème militaire. Faure Gnassingbé doit reconnaître qu'il fonctionne sur un mandat présidentiel anticonstitutionnel et il doit en fait organiser une conférence inclusive et élargie et comprenant la diaspora. Et il ne peut donc pas le limiter à l'armée, en tout cas pas dans la façon dont il s'y prend. Les autorités prévoient également de rétablir les relations entre l'armée et la population. Des relations qui se sont dégradées lors de la répression des manifestations de 2017. Des ateliers de dialogue ont été organisés dans plusieurs villes du pays qui ont été le théâtre de manifestations, parfois durement réprimées en 2017, notamment à Mango, Sokodé, Atakpamé ou encore Lomé, la capitale. De toute façon, sans le soutien des populations, l'initiative de réconciliation entre l'armée et le peuple se soldera par l'achat des consciences dans les zones peu conscientes, je dirais, des enjeux. Je l'ai déjà dit, c'est en s'infiltrant au sein d'une population laissée pour compte par l'État togolais, ou réduit à la mendicité, notamment dans le nord, que les djihadistes pourraient s'infiltrer, comme ce fut le cas au Mali d'ailleurs. À ce titre, ce n'est pas en distribuant de l'argent aux populations pauvres, par le biais des agents de l'armée ou des militaires, que le problème sera résolu. C'est ce qui se passe actuellement au Togo. Donc, l'approche doit être revue et doit être élargie. Ce mouvement se traduit aussi par des changements profonds à tous les niveaux de la hiérarchie militaire. La nomination, notamment début octobre 2020, de Margaret Niakhaté en tant que ministre des Armées, une première pour le Togo, a été perçue comme une réelle volonté politique de changer la donne. La ligne ferroviaire devant relier le Cameroun au Tchad bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement. Le Cameroun a reçu 1,6 milliard de francs CFA de la BAD. Il s'agit d'un prêt qui doit permettre dans un premier temps de réaliser l'étude de faisabilité de cette infrastructure ferroviaire hautement stratégique. Lorita Simbou. Le Cameroun et le Tchad, déjà reliés par la route, travaillent à l'établissement d'une voie ferrée entre les deux pays. À cet effet, la Banque africaine de développement BAD a octroyé un prêt d'un montant d'environ 1,6 milliard de francs CFA en vue du financement de l'étude de faisabilité du prolongement de la voie ferrée entre le Cameroun et le Tchad. L'accord relatif a été signé à Yaoundé le 20 février 2021. Le projet que le Cameroun entend mener avec son pays frère et ami le Tchad, et en fait, on aurait pu intituler ça autrement, le prolongement du transcamerounais. N'oubliez pas que le Cameroun a non seulement un réseau viaire, c'est-à-dire la route bien bitumée, une partie maintenant reprofilée. Le Cameroun a également un réseau ferroviaire qui relie sa partie sud à sa partie septentrionale. Et malheureusement, depuis une bonne trentaine d'années, ce projet, sinon plus, ce projet s'est arrêté simplement à Gaoundéré, dans le septentrion. Donc le Cameroun voudrait donc, à travers ce projet, ce que je vais appeler un projet intégrateur, relier la capitale du Tchad, N'Djamena, au Cameroun tout entier. L'étude dans sa globalité est prévue pour durer 36 mois. À terme, les deux pays veulent prolonger le chemin de fer existant de Ngaoundéré jusqu'à N'Djamena, la capitale tchadienne. Identifié comme l'un des projets du programme régional du développement des infrastructures de transport de la CEMAC, cette ligne qui revêt un statut intégrateur achèvera la liaison de transport multimodal entre les deux pays. Pour moi, c'est un vecteur d'intégration nationale qui est cette route-là. Alors, le milliard 6 qu'on est en train de payer pour l'étude de faisabilité, je suis totalement d'accord. On ne peut pas lancer un grand projet comme celui-là sans mener une quelconque étude de faisabilité. De Gaoundéré à Garoua, ça vous fait 280 km. Garoua, Maroua, 240 Maroua-Koussé. Donc on est à peu près sur 800 voire 900 km de route. Il faut mener donc des études dans un environnement où on a à peu près un panorama, un paysage extrêmement escarpé, très dangereux. Donc il faut mener des études pour dresser un véritable tracé qui ne portera pas à conséquence lorsqu'on va se décider de lancer le prolongement du transcamerounais, lorsqu'on va construire des chemins de fer partant maintenant de Gaoundéré, d'abord pour Garoua, ensuite pour Maroua et enfin pour Kousséri. Et Kousséri, maintenant, on met le cap sur N'Djamena. Pour la BAD, ce projet de chemin de fer en gestation depuis des années allégera la pression sur le réseau routier et va éliminer les déchargements et rechargements fréquents aux nombreux points de contrôle légaux et illégaux que rencontrent les transporteurs.
Les échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays étrangers connaissent une importante baisse. Elles représentent 4,5% des importations et 7,4% des exportations pour le seul mois de janvier. Parmi les secteurs touchés, il y a celui du textile, mais aussi les industries mécaniques, électriques et minières. Mildred Diamou. Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l'étranger ont enregistré une baisse de 4,5% des importations et de 7,4% des exportations en janvier 2021. Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique le 23 février 2021, ceci représente un repli de 7,9% pour les exportations et de 10,1% pour les importations par rapport à la même période en 2020. Cela se justifie par le fait que c'est à cet instant justement que le monde entier a dû prendre les mesures, ce qu'on appelait les mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Ça veut dire quoi? Vous aviez peut-être des clients, ou à tout le moins, vous aviez un fournisseur en Chine qui vous a envoyé de la matière première, qui vous a envoyé peut-être le matériel électronique, les pièces détachées pour ordinateur, pour usine. Donc même si vous passiez la commande là-bas, c'était certain que vous ne seriez pas livré. Sur pratiquement 12 mois, les échanges ont ralenti. Les contrats qui avaient été signés de façon ferme n'ont pas été honorés. Les données de l'Institut national de la statistique indiquent qu'en valeur courante, les échanges commerciaux de la Tunisie s'élevaient à 1,3 million de dollars pour les exportations et à 1,7 million de dollars pour les importations au cours de la dite période. La baisse significative des échanges commerciaux enregistrés en janvier 2021 a impliqué les secteurs phares de l'économie du pays, notamment le textile, les industries mécaniques et électriques, ainsi que les mines. Ça donnera la possibilité justement aux Tunisiens eux-mêmes de découvrir l'intérieur du pays et de ce fait donc le tourisme intérieur sera développé et par voie de conséquence pourra rapporter un peu plus d'argent dans les caisses de l'État. Et en même temps aussi la recherche pourra se développer au niveau de la Tunisie parce qu'en fait les matières premières qu'on prend de l'extérieur, la technologie qui vient de l'extérieur, avec le coronavirus ça va être un peu difficile, donc donnera donc la possibilité aux chercheurs intérieurs de saisir cette opportunité pour pouvoir montrer ce que ces chercheurs sont capables de faire. Toutefois, les exportations du secteur agricole ont connu une progression de 3,6% en janvier 2021 par rapport à janvier 2020. En outre, les importations du secteur agroalimentaire ainsi que celles du secteur de l'énergie ont augmenté respectivement de 5,2% et de 3,9% en janvier 2021 par rapport à la même période en 2020. En Centrafrique, cela fait presque 2 mois que les mototaxis ont été interdits de circuler pour des raisons de sécurité, avance le gouvernement qui soupçonne certains chauffeurs de transporter des rebelles. D'un côté, certains comprennent cette décision, de l'autre, c'est l'incompréhension totale de cette mesure qui met en péril toute la profession. Alors face aux difficultés du quotidien, nombreux sont ceux qui ont alors décidé de braver l'interdiction de circulation. Joël Maribalo. Malgré les restrictions instruites par le gouvernement centrafricain, les taxis-motos ont repris du service dans les artères du pays. Depuis mi-janvier, au moins 38 000 conducteurs de taxis-motos sont au chômage. Face à l'insécurité grandissante, les autorités centrafricaines ont interdit la circulation des taxis-motos. Cependant, ces derniers préfèrent enfreindre cette instruction car cette activité leur permet de subvenir au quotidien de leur famille. Le travail de mototaxi est un emploi pour un pays comme la Centrafrique et ça permet de faire vivre des familles. Malheureusement, c'est une piste et une faille qu'on laisse pour des gens de basse moralité qui profitent pour augmenter le déplacement des bandes armées et contribuer à l'insécurité. L'activité taxi-moto, plus pratiquée par les jeunes, est devenue indispensable dans le mode de transport en commun, de jour comme de nuit en Centrafrique. Cependant, 6 mois d'état d'urgence ont été décrétés par le gouvernement centrafricain pour permettre aux autorités de traquer les rebelles et de mettre fin à des décennies de conflits afin de rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national et par ricochet reprendre les activités en arrêt. L'interdiction des mototaxis peut être regardée comme un enfreint aux libertés individuelles, mais pour l'état de cause, il faut regarder beaucoup plus une décision de réduction de l'insécurité.
Cette situation nécessaire mais peu reluisante a permis aux autorités locales d'entreprendre des procédures d'identification des taximotos pour améliorer la sécurité à Bangui. Pour le moment, l'impatience grandit au sein de la profession, d'autant plus que les autorités pourraient donner le feu vert de reprise des activités d'ici quelques jours. Un mot également sur la crise sanitaire. L'Afrique du Sud, qui aurait vacciné plus de 63 000 personnes depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, a reçu samedi une deuxième livraison du vaccin Johnson & Johnson qui vient remplacer les doses AstraZeneca que l'Afrique du Sud a souhaité écarter après une étude révélant, entre autres, une efficacité limitée contre le nouveau variant sud-africain. Ce sont donc 80 000 vaccins Johnson & Johnson qui sont arrivé à Johannesburg samedi. Ce vaccin arrive au moment où les autorités sanitaires du pays redoutent une troisième vague de l'épidémie à l'approche de la saison hivernale. 200 000 vaccins supplémentaires sont par ailleurs attendus dans les prochaines semaines. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.